Bonjour à tous, bienvenue pour ce 334e briefing. Éclairage sur l'actualité en Russie, ça commence à compter. Bonjour à nos deux experts, Igor Delanoë et Arnaud Dubien. Briefing numéro 334, littéralement caniculaire à Moscou, ce qui nous a pas empêché de travailler. Donc, on commence par Igor, qui a sans doute plein de choses à nous raconter. Bonjour Anne, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce briefing du jeudi. Effectivement, une actualité très dense, très généreuse du côté des relations internationales et de la politique extérieure. Alors, je vais commencer évidemment par la visite de Vladimir Poutine en Chine, qui s'est déroulée le 19 et 20 mai, hier avant-hier, au cours de laquelle un certain nombre d'annonces et de déclarations ont été faites par les deux dirigeants. Je rappelle que cette visite intervient quelques jours après celle de Donald Trump à Pékin qu'on a commentée la semaine dernière et qui, d'une manière générale, aux États-Unis, a tendance à être considéré quand même plutôt comme un échec de Donald Trump, plutôt qu'une réussite par les commentateurs, experts, journalistes, au vu de ce qu'il en est ressorti. Donc c'est d'autant plus intéressant de regarder ensuite ce qui s'est passé entre Poutine et Xi Jinping. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Tout d'abord que les deux pays sont parvenus à un accord sur ce qu'ils appellent les principaux paramètres du projet du gazoduc Force de Sibérie 2, mais pas d'annonce de contrat officiel, de début de la construction, rien de tout ça. On semble progresser vers cette issue, mais pour l'instant, pas d'annonce formelle. Peut-être que quelque chose d'ailleurs sera signé concernant Force de Sibérie 2, peut-être au Forum de Saint-Pétersbourg, peut-être plus tard dans l'année. Mais en tout cas, pour l'instant, selon les responsables russes, l'accord afférent est toujours en préparation, mais aucune annonce concrète, si ce n'est donc un accord sur les paramètres. Deuxièmement, autre accord énergétique, cette fois-ci sur le pétrole, puisqu'un accord de principe a été conclu entre la Russie et la Chine sur l'augmentation des livraisons de pétrole russe via le Kazakhstan, avec un nouveau volume de 12,5 millions de tonnes par an de pétrole russe donc pour la Chine, euh, contre 10 millions de tonnes actuellement. Et là aussi, l'accord cadre est en cours de préparation selon Monsieur Novak. Il y a également eu le projet, l'annonce de la construction d'une deuxième voie sur le tronçon ferroviaire qui relie la Russie et la Chine au niveau de Zabaïkalsk et de la Mandchourie. Donc c'est un point de passage vraiment dans l'extrême-orient de la Russie qui permettra d'augmenter les capacités de transport de marchandises entre les deux pays. La Chine a également annoncé qu'elle allait prolonger le régime d'exemption des visas pour les ressortissants russes jusqu'à fin 2027. Donc je rappelle qu'il y avait cette mesure un peu expérimentale au départ, qui avait été décidée par les Chinois, puis ensuite que les Russes avaient donné la réciprocité sur la dispense de visas et finalement le fait que les Russes peuvent venir passer jusqu'à 30 jours en Chine sans demander de visa, ce qui a permis d'ailleurs de doper le tourisme et notamment le flux de touristes russes en Chine sur les fêtes de fin d'année, on en avait parlé. Et bien là, visiblement, l'expérience est avérée concluante puisque le dispositif est prolongé côté chinois jusqu'à fin 2027 et M. Peskov a déjà fait savoir que la Russie annoncerait très certainement une mesure réciproque dans les jours qui viennent. Alors, il y a eu une déclaration commune à l'issue de la rencontre de Poutine et Xi Jinping, une déclaration commune dans laquelle, évidemment, le sujet de l'Ukraine est évoqué, qui est assez, une fois de plus, elliptique, laconique, comme on voudra, puisque les partis, alors je cite le texte, les partis sont convaincus de la nécessité d'éliminer complètement les causes profondes de la crise ukrainienne. Donc là, on retrouve les éléments de langage typiques de l'argumentaire de la Russie, en fait, sur les origines du conflit en se fondant sur le respect intégral, global et interdépendant des principes de la Charte des Nations Unies afin d'assurer la sécurité mutuelle et de jeter les bases d'une paix durable. Donc là, on retrouve quand même l'état d'esprit, en gros, qui est celui que l'on peut déceler dans les déclarations russes, à savoir qu'on ne veut pas d'une pause, ce que les Russes appellent peredishka, mais d'une vraie solution durable pour le conflit. Donc ça amène à s'attaquer à ce que le Kremlin appelle les causes profondes
de cette crise. Et finalement, on retrouve quand même quelque chose de très voisin dans cette déclaration russo-chinoise, qui est la déclaration donc, finale de la visite de Vladimir Poutine en Chine. Ce qui a d'ailleurs poussé certains commentateurs en Occident et certaines agences de presse occidentales à se dire que eh bien, les Chinois en fait, prennent de plus en plus fait et cause pour la Russie. Il y a eu la signature d'une déclaration commune sur l'avènement d'un monde multipolaire et la refondation des relations internationales selon de nouvelles règles. Et enfin, M. Ushakov a laissé entendre que Vladimir Poutine et Donald Trump pourraient se rencontrer lors du sommet de l'APEC qui se déroulera à Shenzhen, donc en Chine, en novembre prochain. Autrement dit, Vladimir Poutine va de nouveau aller en Chine au mois de novembre, dans le cadre du sommet de l'APEC, ce qui pourrait donc être une opportunité pour rencontrer Donald Trump en marge de ce sommet. Donc voilà pour ce bilan de ce voyage de Vladimir Poutine, ce déplacement de Vladimir Poutine en Chine, de cette visite donc d'État. J'en viens donc juste sur le sujet de l'Ukraine pour prolonger et visiblement Monsieur Witkoff, donc qui est le négociateur en chef de l'administration Trump, pourrait se rendre à Moscou dans les plus brefs délais, selon Monsieur Dmitriev, l'envoyé spécial du président russe qui s'est exprimé sur le sujet dans un média. Il a expliqué que M. Witkoff pourrait donc prochainement venir à Moscou, sachant que cette possibilité avait été également évoquée par M. Ushakov il y a quelques jours. Donc, visiblement, potentielle reprise d'un cycle de discussion trilatérale, puisque Volodymyr Zelensky s'est également exprimé sur le sujet au début du mois de mai en expliquant que des représentants américains pourraient venir à Kiev au cours du printemps ou au début de l'été, c'est-à-dire de manière assez imminente. Donc on verra si un nouveau cycle de discussion trilatérale va reprendre ou pas. Du côté de l'Union européenne, eh bien, on cherche toujours quelqu'un, enfin, un envoyé spécial pour négocier au nom de Bruxelles avec les Russes. Alors, on a déjà un petit peu évoqué cette question au cours de séances précédentes, mais cette fois-ci, les ministres des Affaires étrangères de l'UE sont censés se réunir la semaine prochaine en sommet à Chypre, et à l'agenda des discussions figurera eh bien, ce point sur qui pour représenter l'Union européenne dans des négociations avec la Russie. On a déjà évoqué des profils. Le profil de l'ancienne chancelière allemande, Madame Merkel, a été cité la semaine dernière dans une publication de Politico, qui évoque d'ailleurs M. Mario Draghi et également le Finlandais M. Stubb. Madame Merkel a très rapidement réagi au cours d'un forum politique dans lequel elle s'exprimait à Berlin pour expliquer qu'elle n'était pas intéressée par le poste. Donc à voir, mais le sujet donc continue d'être discuté et on voit que c'est pas évident de s'entendre sur un profil donc à Bruxelles, à savoir qui va aller discuter avec les Russes. On en saura peut-être un peu plus la semaine prochaine. Peut-être que les représentants des diplomaties des pays européens s'entendront au final sur une nomination. J'en viens au sujet de l'Arménie, le ton monte entre Moscou et Yerevan. Monsieur Shoigu, donc le secrétaire du Conseil de sécurité de la Fédération, ancien ministre de la Défense, s'est exprimé sur le sujet dans un ton très très dur à l'égard de Yerevan, puisqu'il a en fait énuméré tous les griefs faits à l'Arménie par la Russie dans un rapport sans concession contre Yerevan. Alors, au rang de ces griefs, on trouve le rapprochement avec l'Union européenne, la signature de partenariats stratégiques avec les pays dits inamicaux, la solidarité d'Yerevan avec des positions de l'Union européenne, y compris sur l'Ukraine et sur des sujets délicats, en tout cas dans lesquels les relations entre la Russie et l'Européenne sont tendues, l'extradition de ressortissants russes vers des pays tiers, donc à la demande de ces juridictions, et manifestement, ce qui a fait déborder le vase, hein, c'est le fait que Yerevan ait offert une tribune à Volodymyr Zelensky lors du sommet de la communauté politique européenne le 4 mai dernier à Yerevan. Je rappelle que le 4 mai dernier, nombre de chefs de gouvernement et d'État européens, Madame von der Leyen également, mais Monsieur Zelensky, se sont retrouvés donc à Yerevan pour ce sommet de la communauté politique européenne le 4 mai, ce qui veut dire que ce sommet s'est tenu à un mois des élections législatives en Arménie, donc en pleine campagne électorale. L'ancien Premier ministre arménien, M. Karapetyan, qui
visiblement serait la première fortune d'Arménie, est ennuyé depuis quelques jours par la justice de son pays en raison de non-déclaration de double nationalité. Là encore, il y a un contexte électoral, hein, puisque le scrutin a lieu dans plus de 15 jours. Donc la réponse russe, bah, c'est d'abord ce ton qui monte à Moscou et effectivement ce rapport de M. Shoigu. Et d'autre part, l'agence phytosanitaire russe a annoncé la suspension des importations de fleurs d'Arménie pour des raisons sanitaires, ou prétendument sanitaires. Donc on voit là en fait un scénario, je l'avais dit un peu la dernière fois, mais on le revoit encore, qu'on a déjà connu ailleurs dans l'espace post-soviétique, hélas, au cours des 10-15 dernières années. On l'a connu avec la Moldavie, on l'a connu avec la Géorgie, là visiblement on l'a connu avec l'Ukraine, évidemment, c'est peu de le dire. Et là maintenant c'est avec l'Arménie. Donc à suivre parce que, évidemment, les tensions peuvent encore s'accumuler. Et autre pays de l'espace post-soviétique qui a retenu mon attention ces derniers jours, c'est la Biélorussie, puisque se déroulent actuellement des exercices stratégiques nucléaires russes, mais également il y a une phase russo-biélorusse. Alors j'en avais un peu parlé lundi, si vous avez assisté au briefing ou si vous l'avez revu donc en replay, mais la Biélorussie a annoncé des exercices nucléaires avec la Russie dès lundi, et le lendemain, la Russie, elle, a annoncé des exercices stratégiques, surprise, mais dans lequel on comprend que la phase biélorusse fait partie intégrante. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la Russie, évidemment, dans le cadre de ces exercices, va tester ou teste sa triade nucléaire, donc à la fois les forces de missiles stratégiques, l'aviation stratégique à long rayon et donc la force sous-marine. Ce qui est assez inhabituel, c'est la période, puisque d'ordinaire, ces exercices qui se tiennent 1 à 2 fois par an, enfin, se tiennent plutôt à l'automne. Là, on est au printemps. Ça s'était déjà vu en 2024, mais d'ordinaire, j'insiste là-dessus, ces exercices se tiennent plutôt à l'automne. Ces exercices, pour la partie russe, se sont tenus également lorsque Vladimir Poutine était en Chine. Donc, est-ce que c'est anodin ou pas? Ils se tiennent évidemment dans un contexte où il y a un durcissement de tensions entre Russes et l'OTAN et Européens avec des affaires de drones que je vais évoquer dans un instant. Donc un contexte qui est vraiment extrêmement tendu. Et donc en Biélorussie, on assiste au transfert d'armes nucléaires tactiques russes. Alors, pour le besoin des exercices, je rappelle que le missile Aleshnik est officiellement déployé en Biélorussie, que l'armée de l'air biélorusse est censée pouvoir mettre en œuvre des armes nucléaires tactiques russes. Et d'ailleurs, ces deux composantes, missiles et aériennes, sont impliquées dans les exercices russo-biélorusses que j'évoque. La question, c'est de savoir est-ce que la Russie va laisser ensuite ces armes nucléaires qu'elle amène en plus dans le cadre de ces exercices, ou est-ce qu'elle va les retirer? Est-ce qu'elle va laisser planer une ambiguïté? Les armes sont là, peut-être, on ne sait pas trop. C'est des choses qu'on a déjà vues, par exemple, notamment du côté de Kaliningrad à l'époque, il y a quelques années. On ne savait pas trop ce que les Russes avaient déployé là-bas. En tout cas, il y avait une volonté délibérée de dissimuler ou de pas vraiment dire ce qui était déployé. Et également, on peut se demander dans quelle mesure ces armes nucléaires russes ne sont pas là pour être le pendant russe des armes nucléaires tactiques américaines qui sont déployées en Europe, que ce soit en Belgique, que ce soit ailleurs. Et l'idée étant, dans une future négociation sur la sécurité continentale, d'obtenir le retrait de ces armes de la part des États-Unis en échange du fait que les Russes retirent eux-mêmes ces armes de Biélorussie. Donc on voit déjà que, et potentiellement, les pions se mettent en place pour ce type de négociation. Et donc je termine par le sujet des drones, puisque depuis quelques semaines, 15 jours, 3 semaines, on voit des drones se perdre dans l'espace aérien des pays baltes, s'écraser en Estonie, s'écraser sur des infrastructures énergétiques en Lettonie. On a même vu des drones arriver jusque vers la Turquie. Les drones ukrainiens, il faut le préciser, qui viennent donc s'écraser, se perdre, parfois dans des champs, parfois sur des infrastructures, avec des réactions très diverses. Alors côté turc, c'est plutôt sang-froid, mais dans les pays baltes, ça semble semer une vraie peur-panique. Regardez ce qui s'est passé hier à l'aéroport en Lituanie, hein, donc l'aéroport de Vilnius, où l'aéroport a dû fermer pendant plusieurs heures, dans lequel les gens qui étaient à l'aéroport ont été invités à se mettre aux abris. On l'a dit, il y a un gouvernement qui est tombé en Lettonie à cause de ces affaires de drones. Les Polonais ont explicitement demandé aux Ukrainiens hier ou avant-hier, je ne sais plus, de ne plus emprunter leur espace aérien pour aller avec les drones pour aller donc frapper la Russie, ce qui veut dire qu'auparavant c'était le cas,
de manière implicite, accepté, on fermait les yeux, ça on ne sait pas, mais en tout cas c'était le cas. Donc on sent qu'en tout cas ça fait un peu bouger les lignes visiblement dans les pays baltes, en tout cas dans la société, dans les images qu'on peut voir, les réactions qu'on peut voir. Tout ceci est pris très au sérieux et semble avoir évidemment le plus mauvaise réaction sur aussi bien la population que les responsables politiques. Donc, à suivre, évidemment, pourquoi ces drones sont détraqués, pourquoi est-ce qu'ils viennent s'écraser, est-ce qu'ils sont détraqués, on n'en sait rien. On ne peut pas exclure le fait que les Russes arrivent à aller, effectivement, avec leur matériel de guerre électronique, à en prendre le contrôle et à aller les faire s'écraser dans les pays baltes. Mais c'est évidemment difficile à prouver. Et en tout cas, même si c'est le cas, ce serait quelque part de bonne guerre. Hein. Il faudrait s'y attendre. Donc, à suivre pour voir dans quelle mesure, comment cela va évoluer. Mais c'est évidemment un développement supplémentaire de ces tensions qui s'exportent vers la région de la Baltique, qui est déjà caractérisée par beaucoup de tensions. Voilà, Anne, ce que je pouvais te dire pour ce jeudi. Merci beaucoup. Il y a une question justement à propos des drones ukrainiens. Si des drones ukrainiens sont tirés depuis les pays baltes, quelle sera la réponse russe? Bah, Pas le une problème, c'est question que c'est facile. une question facile, mais disons qu'il faut pouvoir clairement identifier le fait qu'il soit tiré des pays baltes. Et si tant est qu'on en ait la preuve, ensuite prendre la décision politique de non seulement l'affirmer, l'attribuer, mais également ensuite démontrer qu'on en a les preuves. Alors après, là, on va tomber dans des discussions sur le trucage des preuves qu'on a déjà vu dans d'autres contextes. Je pense par exemple au crash de l'avion, dans le fameux crash de l'avion en Ukraine, hein, avec les versions contradictoires, images satellites à l'appui, plein de... Bon. En réalité, la discussion est venue polluer complètement derrière les faits, mais le problème, c'est qu'ensuite, quelle est la réaction? Parce que si les Russes réagissent pas, ça veut dire que la ligne, quelque part, recule encore. C'est-à-dire que... Donc, peut-être que l'ambiguïté, finalement, est plus pratique pour tout le monde. On le sait, mais on ne le dit pas forcément, parce que si on le dit, on va attendre de nous une réaction, et si on n'a pas la bonne réaction, on va passer soit pour des faibles, soit alors il faut taper très fort, et là, c'est l'escalade. Donc, c'est assez embarrassant. Et d'ailleurs, on voit que c'est embarrassant aussi pour les Pays-Bas. Je rappelle qu'il y a un gouvernement en Lettonie quand même qui est tombé à cause de ces histoires de drones, notamment du fait que des sommes énormes sont engagées dans la défense et plus spécifiquement dans le volet de défense antiaérienne du pays, puisque les Pays-Bas font partie des bons élèves de la classe pour l'OTAN, puisqu'ils ont considérablement augmenté leur budget de défense. Mais sauf que visiblement, ça a été interprété comme de l'argent mal dépensé ou mal géré, et ce qui a eu raison du ministre de la Défense et par le jeu des dominos, puisque c'est un système de coalition politique, du chef du gouvernement. Puisqu'on demande aux Lettons de se serrer la ceinture pour faire face à la menace russe. Donc c'est embarrassant pour tout le monde, et c'est aussi peut-être pour ça que en Pologne, publiquement, explicitement, on a dit aux Ukrainiens de s'abstenir. Ça permet de botter un peu en touche, puisque ça veut dire qu'implicitement, c'était le cas. On voit d'ailleurs les débats de ces derniers jours à la télévision russe sur diverses chaînes. On voit bien que les experts à qui on pose la question sont très gênés, très embarrassés. Les uns disant que bon, il faut voir, d'autres disant on n'est pas assez dur, il faudrait une réponse beaucoup plus ferme. Mais on sent que tout le monde est quand même gêné. Ouais, c'est pas surprenant. Si tu permets, je me remémore quand même une affaire, mais alors pour un des drones, mais pour le coup, c'était drone américain au-dessus de la mer Noire, si vous vous souvenez, que les Russes avaient tapissé de kérosène. Alors c'était il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus. euh, pour taper un peu du poing sur la table. C'est-à-dire arrêter avec vos drones, les Américains, hein, qui ce sont des drones qui servent en fait à téléguider les missiles longue portée qui vont aller taper la Crimée, taper la région de Krasnodar ou je ne sais où, pour les piloter en fait, hein, ou pour aller renifler les infrastructures militaires et tout ce qui est des dispositifs de guerre électronique russes. Et donc les Russes, plutôt que de tirer un missile à je ne sais pas quel prix ou de détruire les drones avec d'autres intercepteurs, avaient décidé de manière assez originale mais dangereuse de tapisser de drones avec du kérosène, un lâcher de kérosène, ce qui avait surpris à peu près tout le monde, mais qui était une façon de taper du poing sur la table pour dire ça suffit, avec la co-belligérance, entre guillemets. Bon, ça n'a pas forcément eu l'effet escompté, puisque depuis, il y a eu les livraisons de F-16, il y a eu quand même une montée en gamme dans la panoplie de systèmes d'armes que les Occidentaux livrent à l'Ukraine. Mais c'est pour dire que cette histoire de drone, on l'a retrouvée aussi en mer Noire avec une autre configuration. Alors on va faire un grand saut dans l'espace, puisque j'ai une question qui est la suivante. Qui sera présent au sommet Russie-Afrique?
Ben là, il y a pas mal de chefs d'État qui ont reçu d'invitations officielles, y compris des chefs d'État africains ou de gouvernement qui se sont rendus récemment en Russie. Je pense aux Malgaches notamment, qui se sont vus remettre en main propre des invitations. Donc certains ont peut-être déjà répondu, certains vont le faire. Je rappelle que ça aura lieu à l'automne, au mois d'octobre de mémoire, donc à Moscou. Donc à suivre, mais il devrait y avoir plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernement. Alors peut-être pas les 50 ou 54, mais on peut miser, je pense, raisonnablement sur une trentaine, petite quarantaine peut-être de représentants. Merci beaucoup, Igor, et c'est votre tour, cher ami. Merci, cher Anne. Bonjour à tous. Quelques mots d'économie avec un décret présidentiel visant à unifier les mesures de soutien aux anciens combattants d'Ukraine. Je rappelle que les dispositifs actuels sont assez disparates en fonction des régions. D'une région à l'autre, les volumes d'aide, notamment financière, peuvent être très différents. Donc voilà, le Kremlin cherche à unifier les choses. Et ce décret porte sur les aides médicales, psychologiques, juridiques, l'accès prioritaire au sanatorium, mais également à l'enseignement supérieur pour les combattants eux-mêmes, pour leurs familles. Alors tout ça a un coût, il n'a pas été encore rendu public, mais on voit que ça reste évidemment une priorité majeure des autorités russes, l'accompagnement social de ceux qui combattent ou ont combattu en Ukraine. J'allais dire quoi qu'il en coûte, en tout cas, très clairement, c'est pas là-dedans que les autorités russes vont couper si coupe budgétaire il devait y avoir, ce qui n'est pas certain au vu de l'évolution des rentrées fiscales. Quelques mots du rouble. Le rouble, depuis quelques jours, se raffermit de façon très spectaculaire. La tendance n'est pas nouvelle, mais elle prend une ampleur significative sur le marché Forex. Hier, le dollar a titillé, si j'ose dire, le seuil des 70. Le cours officiel pour aujourd'hui était de 71 et de 82 pour un euro. Alors, ça peut sembler une bonne nouvelle pour la Russie. D'un certain côté, oui, c'est bon pour les importateurs. Donc, ça peut être, par exemple, favorable pour certaines entreprises françaises qui travaillent selon ce modèle-là. Mais pour le budget russe, c'est très clairement une mauvaise nouvelle. Et des chiffres sont sortis sur ce point précis. Les Izvestia d'hier rapportaient que euh, les pertes mensuelles du budget liées à l'augmentation du taux du rouble se situaient entre 100 et 150 milliards de roubles, c'est-à-dire entre 1,5 et un- autour d'1,5 milliard d'euros par mois. Donc ce sont des pertes significatives pour le budget russe. La Russie qui ne peut pas faire grand-chose en réalité, hein. Donc elle comble une partie du fonds souverain, mais elle n'a pas vraiment de levier pour affaiblir le rouble. Quelques chiffres, quelques statistiques qui nous donnent une idée de l'état de l'activité générale en Russie, avec des ventes de logements neufs qui restent en baisse de -21% au mois d'avril, donc des baisses significatives. C'est toujours lié au taux d'intérêt élevé, même si on sait que la Banque centrale a abaissé son taux directeur de 21% à 14,5 en l'espace de quelques mois, mais emprunter reste cher, les taux réels restent autour de 9% par an. Le caviar noir, dont je sais qu'Anne est une consommatrice très régulière, on va dire quotidienne, également en baisse de 22%. Voilà, donc il y a des signaux. Mais ceci dit, et je tiens à attirer votre attention là-dessus, on va appeler ça des éléments d'ambiance, des informations convergentes de divers acteurs qui nous disent que depuis quelques semaines, l'activité semble reprendre. Alors, ce n'est pas évidemment dans tous les secteurs d'activité, mais la consommation semble repartir un peu. On verra si les bons chiffres de la croissance au mois de mars se confirment en avril et en mai, mais il est bien possible que
l'économie russe, l'activité en tout cas, est touché le fond, entre guillemets, en janvier-février, et que depuis, il y a un léger rebond. À confirmer, je le répète. Quelques mots de politique intérieure avec un sujet dont on va parler assez régulièrement et de plus en plus souvent, à mon avis, d'ici à l'automne, les législatives qui se tiendront en septembre, sur 3 jours, lors du deuxième week-end de septembre. On voit que les partis politiques recrutent des candidats, précisent leur programme, on voit également des sondages assez différents, et on comprend bien que l'enjeu sera, outre le score de Russie unie, il se dit que l'administration présidentielle aurait demandé aux dirigeants régionaux de ne pas trop faire de gonflettes, entre guillemets, ni sur la participation, ni sur les résultats, afin que ces résultats soient, leur légitimité ne soit pas trop contestée. Donc la deuxième place sera, je pense, le principal enjeu, avec les communistes qui sont sous pression. On voit que ils sont généralement prudents, ils savent où sont les lignes rouges, si j'ose dire, mais depuis quelque temps, l'administration présidentielle semble décider à régler des comptes, en tout cas ne pas leur faire de cadeaux. Donc seront-ils, comme c'est souvent le cas, en deuxième position? Ce n'est plus tout à fait certain. Et il y a Jean Nouveau, Novo Iliudia, qui sont finalement le parti le plus libéral dans le spectre autorisé, qui peuvent prétendre à cette deuxième place, même si on voit un certain effritement dans les enquêtes d'opinion. Ils pourraient bénéficier du vote de cet électorat urbain qui est orphelin en réalité, qui ne trouve pas forcément d'offres politiques satisfaisantes. Et par défaut, il est possible que Jean Nouveau capte une partie de ces votes-là. L'autre enjeu, c'est la composition de la future chambre. Est-ce que ce sera une chambre kaki, par comparaison à la chambre bleue en France 1919? En tout cas, il est possible, il se dit là encore, qu'il pourrait y avoir jusqu'à 100 députés issus des rangs de l'armée, en tout cas une centaine d'anciens combattants d'Ukraine. Ça paraît beaucoup. Affaire à suivre. Je crois que les arbitrages ne sont pas faits. Les primaires au sein des différents partis sont en cours. Et il n'est pas certain que l'administration présidentielle, puisque c'est là que ça va se jouer pour l'essentiel, ait tranché. Est-ce qu'il faut faire monter cette nouvelle élite dont Vladimir Poutine a parlé à plusieurs reprises, ou est-ce qu'il faut malgré tout rester un peu prudent, à la fois pour des raisons, alors pas forcément pour des raisons de sécurité, encore une fois, il n'y a pas de tentation putschiste ni au sein de l'armée, ni parmi les anciens militaires. Mais bon, évidemment, avoir une centaine d'anciens combattants, ça induit une nouvelle tonalité. Ce sont des gens inexpérimentés, par ailleurs, qui n'ont pas l'habitude de voter des textes, et encore moins de les écrire, de les élaborer. On verra, c'est une hypothèse. Et puis, dans ce cadre-là, on voit surgir un nom, le nom du général Lapine, qui ne s'est pas vraiment illustré, il faut le dire, en Ukraine, mais qui pourrait, dit-on, récupérer la commission de la défense lors de la prochaine législature. Affaire à suivre, on en reparlera très certainement lors des semaines à venir. Et puis un dernier point plus sociétal, je l'ai relevé parce que ça dit quelque chose de la société russe, de son évolution, peut-être aussi finalement de ses convergences avec certaines sociétés européennes. Il s'agit des congés paternité qui sont en explosion. Il y a eu 30 000 demandes formulées en 2023, et on est passé à 226 000 l'an dernier. Donc on voit que les jeunes papas souhaitent s'occuper plus activement de leurs jeunes enfants. C'est assez nouveau en Russie, et je pense que ça mérite d'être relevé. Je vais faire ma petite minute féminisante. Vous m'aviez dit hors cadre que, en ce qui concerne l'augmentation, non, non, en ce qui concerne l'augmentation de la consommation, les dames y étaient pour beaucoup. Et oui, parce que c'est des informations qui nous reviennent. La cosmétique, et on sait que les femmes russes sont coquettes, peut-être plus que les françaises, en moyenne en tout cas. Et en tout cas, voilà, les budgets santé, les budgets beauté
dès qu'il y a un frémissement de la conjoncture, eh bien, les Russes, en tout cas, les femmes russes veillent à les sanctuariser, ces budgets-là, et ils prennent de l'ampleur dès qu'il y a un peu de marge, au plus grand bonheur de certains de nos industriels, d'ailleurs. Alors, un peu plus sérieusement, même si ça c'était très sérieux, une question, j'ai lu quelque part qu'un renforcement trop brutal du rouble pourrait engendrer une crise financière proche de celle de 98. Est-ce crédible? Non, ce n'est pas crédible. Je l'ai dit, hein, le raffermissement du rouble, qui est très spectaculaire, le rouble à tel point que Reuters ou Bloomberg, qui tient un classement des devises les plus fortes, l'a classé premier rang des devises du monde les plus fortes pour les 4 premiers mois de l'année, si je ne m'abuse. C'est une bonne nouvelle pour certains acteurs. C'est une bonne nouvelle, par exemple, pour les touristes russes qui veulent aller à l'étranger. Leur pouvoir d'achat est mécaniquement plus élevé. Mais c'est bon pour les importateurs, y compris les importateurs étrangers, par exemple. Euh, euh, mais ce n'est pas bon pour les exportateurs et ce n'est pas bon pour le budget fédéral. Donc, c'est un équilibre ou un déséquilibre. Là, on atteint des niveaux qui sont considérés par les autorités comme problématiques. Alors, c'est moins problématique, évidemment, que si le pétrole était toujours à 40 ou à 50 dollars le baril. C'est d'ailleurs une partie du problème. C'est-à-dire que le raffermissement s'explique partiellement, mais quand même partiellement, par la hausse des prix des matières premières, et en particulier des hydrocarbures. Et donc, euh, ça rogne sur les pétro-roubles qui rentrent dans les caisses de l'État. Mais encore une fois, c'est plus comment dire, une limitation de gains un peu inespérée qu'autre chose. Donc, le gouvernement est moins inquiet aujourd'hui face à un rouble fort, même très fort, qu'il est moins inquiet qu'il l'était il y a quelques mois, euh, pour la raison que j'ai évoquée, c'est-à-dire que les rentrées pétrogazières, malgré tout, permettent de limiter cet effet. Alors, deux dernières questions qui sont en dehors de ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant. Où en est l'organisation du concours Intervision 2026 en Arabie Saoudite? Alors, à l'Observatoire, c'est Igor qui s'occupe de la musique. Non, j'ai pas vraiment de nouvelles sur l'Intervision, donc le concurrent déclaré de l'Eurovision, si je ne m'abuse. Je dois confesser que je ne regarde pas tellement ces manifestations musicales, surtout en période de Festival de Cannes. Et puis, autre question, quelle équipe sera soutenue par les Russes pour la Coupe du Monde de foot? Alors là, je sèche. Il faudrait voir si des équipes de pays amis ou réputés amis, je sais pas, la Serbie, est-ce qu'elle est qualifiée ou pas? Enfin, vous voyez, Euh, euh, Moi, je miserais un copec sur une équipe d'Amérique du Sud, potentiellement, qui pourrait emporter les faveurs de la ouais, Russie. ouais. Chez les vrais amateurs de football, hein, les gourmets du football pourraient apprécier le style sud-américain. Mais là, on n'est pas, c'est pas politique comme soutien, c'est vraiment un soutien esthétique. Enfin, moi, je me rends compte que vous êtes des experts en économie, politique internationale, mais pour les questions importantes, eh ben, il n'y a plus personne. Non, moi, je suis supporter de Saint-Étienne, donc Bon. l'essentiel est là. C'est le seul football qui compte. En tout cas, merci beaucoup à vous deux. Donc, le prochain briefing, c'est lundi prochain. Euh, je vous rappelle la hotline pour les sociétés membres de la CCI France-Russie et les newsletters. N'hésitez pas à vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Et donc, à lundi prochain. Et tenez bon.